Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de, Médias Pionniers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, Philippe Laloux sur une question, essentielle donc de l'impact de l'IA générative, sur le journalisme moderne. Donc je suis, impatient d'avoir, cette discussion avec lui, mais avant tout, je vous laisse le temps de vous connecter, d'ajuster vos écouteurs pour pouvoir profiter de notre discussion. Bonjour Philippe. Oui, bonjour David. Oui, alors, dans un premier temps, je sais que beaucoup de personnes te connaissent, mais dans un premier temps, j'aimerais que, tu te présentes, hein, concrètement. Toi, tu as été un pionnier justement dans le journalisme numérique. Maintenant, l'IA, c'est aussi, l'un de tes, terrains de jeu et aujourd'hui, j'aimerais en savoir un peu plus, bah, comment toi tu te positionnes, au sein, voilà, de ton groupe de presse, mais à titre personnel, voilà, sur, ton rôle dans cette transformation, entre, journaliste, formateur, décodeur de ce nouvel environnement et voilà, pour en savoir un peu plus sur qui tu es, Philippe Laloux. Alors aujourd'hui, donc moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, hein. C'est le plus beau métier du monde. Donc c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, puisque je suis professeur à l'IEX, hein, donc cette école de journalisme à Bruxelles. Et là, je suis donc journaliste au soir depuis 20 ans. Et avant le soir, j'étais 10 ans à la Libre Belgique. Et voilà, mais grosso modo, moi, c'est vrai que je suis tombé dans la marmite du numérique déjà dans les années 90. Et à la Libre, j'ai eu la chance, quand j'y étais, de co-piloter le lancement du site web, le premier site de la Libre, donc la libre.be. Et en 2005, j'ai rejoint le soir, et toujours avec cette casquette numérique et ce double ADN papier et numérique qui me suit un petit peu. Et j'ai piloté donc pendant presque 15 ans la transition numérique de cette rédaction, un peu du modèle économique, la mise en place de nouveaux produits éditoriaux, des équipes. C'est alors aujourd'hui, je ne suis qu'un simple ouvrier de l'information, puisque j'ai arrêté des activités, on va dire, de management, et je suis ouvrier de l'information. Je retourne aux bases, j'aime bien cette image, et je couvre tout ce qui est lié aux enjeux des nouvelles technologies, et évidemment, ce compris, le gros badaboum qui nous tombe dessus, à savoir l'intelligence artificielle, que j'ai donc aussi la chance de transmettre et d'enseigner à mes étudiants, et toujours avec cette idée. Sur mes bios sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de mettre que je suis un pasteur numérique. Donc c'est vrai que j'aime bien bidouiller, tester les outils, voir un peu ce qu'on peut faire avec, c'est de décoder, voir l'impact sur nos Bien sûr. métiers, et puis de transmettre. Voilà. Excellent. Eh ben, c'est ça qui nous intéresse, qui m'intéresse justement pour nous permettre à voilà, à toute la communauté, bah, d'avancer parce que beaucoup de choses, sont dites et il faut réussir à faire, la part des choses désormais. Donc, l'IA a-t-elle changé selon toi, le journalisme ou seulement les journalistes? Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que l'IA a changé le monde? Et voilà. En fait, l'IA, elle a tout changé, je dirais, et quand tout change, en fait, quelque part, rien n'a changé. Elle a tout changé dans la mesure où on le voit bien, c'est même un peu football panique, hein, dans les rédactions, et même Google aujourd'hui panique, on le voit. Donc, le bouleversement est cataclysmique. On dit même que le web a complètement changé, que l'expérience web que l'on a depuis 20-25 ans est en train de radicalement changer, que le clic est en train de disparaître, même l'hypertexte, les modèles économiques, le modèle publicitaire. Donc on sent bien qu'il y a un point de bascule absolument cataclysmique. Et pourtant, dans nos usages quotidiens, est-ce que pour autant il y a un changement aussi radical de notre manière de travailler, de nos manières de penser? On n'y est pas encore. Donc il y a un Mmh. peu un décalage. Et c'est vrai qu'il y a des rédactions qui ont déjà intégré structurellement l'IA. Alors quand on dit structurellement, ça veut dire quoi? Pour moi, il faut quatre choses. Ça veut dire qu'il faut intégrer des outils d'IA directement dans ces outils d'édition, dans notre CMS. Il faut que ce soit intégré en dur. Il faut avoir changé nos processus. Il faut des équipes dédiées qui regroupent souvent des journalistes, des spécialistes en data, et aussi des technos. Et quatre, il faut des chartes et des textes qui encadrent tout ça.
Et quelques rédactions dans le monde ont franchi ce cap-là. En France, il y a Le Monde, c'est une évidence, qui a déjà intégré, qui utilise l'IA directement dans son CMS pour suggérer des titres, pour faire du fact-checking simple. Bloomberg aux États-Unis produit des textes sur base de chiffres, des bilans, etc., propose des angles, voilà. Mais sinon, il faut quand même avouer que, grosso modo, la plupart des Mmh. rédactions ne sont pas là. Et ce qui est étonnant, et c'est rarement comme ça que ça se passe, Mmh. c'est que ça commence au niveau individuel. C'est chacun, à la limite, chez soi, on s'approprie ces outils, et pour des usages très souvent un peu gadgetiques. Mmh. Euh, et qu'il y a un gap entre ces usages-là et les promesses que l'on fait, en fait, par rapport à ces outils. Alors L'IA comment a tu changé les règles du jeu, mais pas encore les joueurs, en fait. Très bien et tu notes quand même un enthousiasme de la part, des journalistes, des jeunes notamment, des futurs journalistes et comment tu expliques, enfin voilà, est-ce que tu observes cet enthousiasme tout de même? Mais évidemment, évidemment, et je le sens, pas spécialement les plus jeunes. Il y en a qui sont jeunes depuis très longtemps et qui utilisent ces outils. Et je le sens aussi parmi mes étudiants. C'est devenu, ouais, l'usage est devenu totalement banal, en fait. Hein. Il est intégré dans leur vie. Alors, ce décalage, pourquoi un tel décalage? Ben, en fait, David, je pense, je suis peut-être un petit peu caricatural, mais je pense que l'IA est encore une bulle. Pour l'instant, en fait, on ne saura que c'est une bulle que le jour où elle aura éclaté. Mais comment, quand on voit les montants astronomiques qui sont investis dans cette technologie aux États-Unis et partout en Chine ou en Europe, on parle de milliers de dollars. Et c'est la banque Goldman Sachs qui posait la question, quel est le problème à 1000 ou 2000 milliards de dollars que l'IA va résoudre, en fait. Mmh. On n'a pas vraiment la réponse. Ouais. Alors, la première bulle Internet, clairement, on faisait miroiter de retour sur investissement, un peu mirobolant, un peu abracadabrantesque. Ici, la promesse, c'est quoi? Ben, c'est des gains de productivité. En fait. Vous allez faire des économies de fou. On va vraiment engranger des gains de productivité. On a cru vraiment que c'était un game changer complet. Et on voit que le taux d'adoption patine malgré tout. Et pour moi, j'avance une piste de réflexion comme ça, c'est que en fait, la technologie en soi n'est pas si disruptive que ça. Mmh. C'est ajouter des couches techniques à nos process ne change strictement rien. L'IA n'est pas une révolution technologique, c'est d'abord une révolution humaine en fait, et culturelle. Si on ne change pas notre manière de penser, si on ne change pas notre manière de fonctionner, l'IA ne sert à rien. C'est pour ça que c'est un Alors processus lent. Il faut d'abord changer. C'est la loi de Martek. Vous connaissez la loi de mmh Martek? mh. Mmh. Donc, la loi de Martek dit que les technologies évoluent de manière exponentielle, mais que les organisations évoluent de manière logarithmique. Et donc, s'il y a ce décalage structurel, on est en plein dedans, en fait. Hein. D'accord et donc il y a ce décalage entre, voilà, l'enthousiasme individuel et Ouais. cette inertie collective. Alors, désormais, l'IA, enfin, concrètement, comment ça doit permettre effectivement de gagner du temps, selon toi, pour le travail du journaliste et en même temps, quel est ce risque et ce risque sur le sens, qu'on veut donner à nos contenus, hein, parce que c'est essentiel, nous sommes attendus sur le sens, à délivrer mais voilà, où Ouais. commence selon toi le risque de perdre, du sens sur les contenus? Mais en fait, en fait, c'est la moindre des choses. Heureusement que l'IA permet de gagner du temps, exactement comme un sèche-cheveux permet de sécher nos cheveux plus vite, ou un grille-pain permet de griller du pain plus vite, ou une foreuse de faire des trous dans un mur plus vite. L'IA, c'est un outil, et donc la moindre des choses, c'est qu'elle nous fasse gagner du temps. Ouais, gagner du temps, c'est quand? Ben, quand on fait une recherche documentaire, quand on fait sa veille, quand on traduit des textes, quand on euh, résume en quelques secondes des documents importants ou que l'on classe des données. Mais so what, vous gagnez du temps et à quoi ça sert de gagner du temps en fait? Est-ce que en quoi ce gain de productivité génère-t-il de la valeur? Oui. Je vais donner un exemple. Vous allez générer 100 brèves ou 1000 brèves
en 1 minute sur un sujet, mais sans, c'est 1000 brèves, sans aucune profondeur, sans aucune valeur ajoutée. À quoi ça sert? Vous générez du bruit Ouais, éditorial et il n'y a aucune valeur. Donc productivité, gain de temps, ça ne veut pas dire valeur éditoriale, quoi. Donc il y a même la question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert de gagner du temps. Donc oui, il n'y a un gain que si la valeur, oui, pardon, je dis, il y a un gain de valeur, on va dire, que si ce temps est réinvesti, en fait, si ce gain est réinvesti en des valeurs pardon, des tâches qui ont beaucoup de valeur. Si je gagne du temps pour classer mes mails, résumer des documents, générer des idées, traduire des textes, je peux le réinvestir pour mes lecteurs en leur consacrant du temps, en faisant du podcast, en faisant de l'enquête, bien en allant plus loin, en multipliant les angles. sûr. Mhm. Et dans ce contexte, S'il y a pas je termine par là, s'il n'y a pas oui, oui, d'intention éditoriale, en fait, bien sûr. claire, la productivité devient du contenu un peu vide, en fait. Bien sûr. Et alors quelles pratiques il faut préserver selon toi? Quelles pratiques professionnelles, sont non négociables, selon toi, dans le métier de journaliste désormais? Alors, les pratiques professionnelles, Mmh. c'est un peu la question, C'est-à-dire? ce que je dis un peu à mes étudiants, en fait. Hein, Mmh. Oui, euh, parce qu'on voit bien que, voilà, ouais, vas-y, vas-y. ouais, mais en fait, ce qui est plus que fondamental aujourd'hui, c'est justement de revenir aux fondamentaux. Mmh. Donc, il y a le plus important aujourd'hui, c'est de retrouver la singularité, de l'authenticité. Euh, L'authenticité, c'est justement l'inverse de contenu synthétique, de contenu purement généré. Euh, les, les pratiques que l'on doit préserver aujourd'hui, c'est justement celles qui mettent en valeur cette singularité. Donc vérifier, expliquer, hiérarchiser, raconter des histoires, incarner des récits, tout ce que finalement ne sait pas faire une IA. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. On le voit bien d'ailleurs quand on compare, les la recherche d'informations sur IA, versus, ce que peuvent proposer, les médias, bah oui, c'est pas suffisamment incarné, c'est pas suffisamment dans l'explication et cetera. Très bien. Oui, il y a Alors vraiment cette justement idée aujourd'hui, de proposer une expérience en fait. mmh, et alors aujourd'hui, en termes d'outils, de choses que tu as pu observer, mettre en pratique, est-ce qu'ils sont à la hauteur de tes attentes? Mais ça dépend quelles sont les attentes en fait. Mmh. C'est quoi les attentes en fait? C'est quoi qu'est-ce qu'on attend? Donc, en belge, on dit souvent, bon, quel est le problème que l'IA est censée résoudre? Et en fait, on dit souvent, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème en fait. Mmh. Donc, il faut se mettre du point de vue de journaliste. Quel est le problème du journaliste? C'est selon moi, le problème, c'est de retrouver de la confiance, de regagner de, de la, de la fiabilité, de la crédibilité auprès de ses publics. Et justement, là, l'IA peut être une solution. Je pense qu'aujourd'hui, les outils que l'on a à notre disposition sont à la hauteur, justement, de ces attentes pour le journaliste pour pouvoir mieux faire son métier. Il peut être augmenté. En fait, le vrai problème de ces outils, c'est pour les éditeurs. Est-ce que aujourd'hui le vrai problème, il se trouve plus de ce côté-là? Si vous m'accordez 2, 3 secondes de poésie, c'est même un peu le début des emmerdes, parce que l'IA, ces outils, bouleversent une fois de plus totalement l'expérience utilisateur et a pour conséquence de détruire une fois de plus le lien, le faible lien, le maigre lien qui unit encore, qui relie encore aujourd'hui les éditeurs et leurs lecteurs. Vous, David, de plus en plus, et le rapport Reuters montre clairement ce phénomène, vous utilisez des agents conversationnels pour rentrer dans l'actualité. Aujourd'hui, l'IA est une porte d'entrée vers l'actualité et donc on se passe de plus en plus des éditeurs pour accéder à l'information. Donc le danger n'est pas tant du côté des journalistes, mais plus de ces éditeurs qui doivent, qui ont un fameux défi
c'est arriver à se remettre sur ces chemins d'utilisateurs, dire on existe pour pouvoir revaloriser leur contenu. Et là, les outils qui sont mis en place aujourd'hui par les éditeurs ne me rassurent pas. En fait. Clairement, il y a Oui, un parce que petit finalement retard. Ouais. oui, oui, parce que finalement, certains éditeurs peuvent être, tentés d'utiliser l'IA pour, voilà, augmenter, on va dire, un nombre de enfin, de la production finalement et si tous les éditeurs font la même chose au même moment, là, je pense très fortement à Emmanuel Parodi, la discussion qu'on a eue, eh bien, il n'y a pas d'avantage, concurrentiel pour un média, si on ne va pas sur Donc, le fond. là, plus que jamais, la marque, revenir sur les fondamentaux, d'où il faut se singulariser, en fait. Mmh Euh, mh. c'est pour ça qu'on parlait d'authenticité, etc. Le risque avec ces outils, c'est qu'il y ait une standardisation des contenus, une standardisation des expériences pour les éditeurs. Mmh. Aujourd'hui, l'authenticité, pour revenir à ça, ce lien privilégié presque émotionnel que l'on peut recréer avec des lecteurs, c'est-à-dire tout sauf un lien généré automatiquement, Oui. c'est devenu un levier puissant hein, de singularité justement et de Donc pour toi, c'est valorisation. le oui, pour toi, c'est finalement, à t'écouter, c'est ce qui reste aux journalistes? C'est-à-dire que, les outils maintenant peuvent, résumer, traduire, éditer plus facilement et donc ce qui reste aux journalistes, c'est de savoir, finalement se concentrer sur ce qui fait, l'humain, la relation? Mais je ne sais pas si vous avez eu ça dans les écoles de journalisme où il y a quelques générations, on disait fais du vécu, mon coco, fais du Mmh vécu. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est ancrer nos récits dans le réel, et pas un contenu bêtement généré automatiquement. Euh, L'IA peut générer des phrases, mais pas des enquêtes. Elle peut imiter, mais pas questionner. Et donc le monde a plus que jamais besoin un peu de ces regards humains, exigeants et très sensibles, en fait. Euh, Alors on doit Même l'enseigner les ça? démocraties, Mmh même les démocraties, en fait, ont besoin de ces récits qui sont portés par des journalistes courageux, euh, mh. fiables et généreux aussi. Euh, Mmh. En fait, tous les modèles économiques changent, mais le journalisme, lui, ne disparaît pas et au contraire, il revient à ses fondamentaux, presque celui d'Albert Londres. Mmh. Alors, à t'écouter, c'est que finalement ça doit être, une compétence maintenant à part entière, voilà, de savoir faire remonter, ressortir cette touche humaine? Ah, c'est d'ailleurs pour ça que c'est le moment ou jamais de marquer que le contenu a été généré par un humain. Mmh. Mmh mh. C'est un gage. En fait, l'information humaine, si on peut l'appeler comme ça, Mmh. devient un marqueur de qualité, en fait. Mmh. L'information humaine devient un marqueur de qualité, voilà, de singularité. Donc, estampiller. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas envie de dire, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas présenter comme tout ce qui est humain est bon et tout ce qui est généré par une machine est mauvais. Mmh. C'est certainement pas ça que je veux dire, parce que je crois profondément à ce processus de co-création et à cette Mmh. hybridation des compétences entre des compétences humaines et des Mmh. compétences machines qui permettent vraiment d'augmenter et d'aller plus loin que ce que l'humain aurait pu faire, mais juste seul. Donc, c'est cette complémentarité, ce processus de co-création hybride est plus que jamais une opportunité extraordinaire pour le journalisme et pour les journalistes pour aller beaucoup plus loin. Mais au final, le récit, le produit final que l'on communique et que l'on tente de transmettre à nos lecteurs doit porter cette marque humaine qui est quelque chose que les gens recherchent profondément aujourd'hui. Profondément. Mmh. Il n'y a pas de confiance envers l'information générée par l'IA. Le rapport Reuters le montre encore. Donc, Mmh. en tout cas, en Belgique, il y a, les gens accordent très, très peu de confiance au contenu généré automatiquement par l'IA. Et donc, il faut profiter à fond là-dessus. Il faut miser absolument sur cette marque-là. Et donc, moi, je vais parler, c'est mon cœur qui va parler ici. Mmh. Je rêve qu'un des impacts tangibles de l'arrivée de l'IA, ce serait que les dépêches, le putaclic disparaissent définitivement Excellent. de tous les sites de presse.
voilà, ça ne sert strictement à rien, en fait. Si, ça Ah peut oui. être un service d'information qui peut être estampillé comme ça. J'ai by the way, par ailleurs, on Mmh. vous offre ce service de fil info continu, mais montrer Mais la plus que jamais la crème du cappuccino, mettre en avant ces pépites, des récits justement profondément ancrés dans le réel, avec le doute aussi. Ça, c'est aussi un mmh facteur qui humain. que je trouve profondément humain. C'est un journaliste qui dit en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas Mmh. répondre à votre question. Voilà en l'état ce que je sais, et voilà tout ce que je vais mettre en place pour aller chercher l'information et donc raconter les coulisses de son enquête, faire part de ses doutes. C'est aussi quelque chose de profondément humain. Et l'information comme ça qui est incarnée et je pense aujourd'hui beaucoup plus de chances de gagner la bataille de l'attention. On a besoin de Bien visages, sûr. on a besoin de signatures, on a besoin d'images, de contenu faible et d'émotions, en fait. Voilà ce Bien que sûr. j'ai appris, voilà ce que je ne sais pas. Voilà. Tout Alors ça, la machine peut limiter, mais on est meilleur encore. oui. Alors, bah, justement dans cet environnement où il faut être, plus crédible, utile et différencié, pour toi, quels sont ces savoir-faire maintenant à cultiver, que chaque journaliste doit cultiver, hein, selon toi? Ben, je dirais que la première chose Mmh qu'un étudiant devrait pouvoir faire mh. Mmh mh. Mmh. aujourd'hui, c'est apprendre à utiliser l'IA. Donc, je prends un peu le Excellent. contre-pied de, Ah, de, c'est bien. de tout ce qu'on vient Ouais. de dire. Non, mais c'est Mais normal, je pour moi, comprends. c'est hyper important. Il faut quand même aussi leur rappeler la responsabilité sociétale du journalisme. Mmh. Je me demande si on insiste suffisamment là-dessus dans le paysage tel qu'il évolue aujourd'hui, le pays, je parle de politique, sociétale, etc. C'est une vraie responsabilité de faire du journalisme, et donc ça reste une vocation. Et donc la passion et cet ingrédient fondamental qui est l'addiction à l'actualité, l'addiction à l'info et la curiosité, ça reste plus que jamais des éléments de base. Et le corollaire à ça, c'est l'esprit critique. Donc, utiliser, devenir les gourous des outils d'IA tout en développant cette curiosité et l'esprit critique, l'alliance entre les deux, vous imaginez le cocktail explosif que ça peut réaliser. Alors après, il y a tout ce qui est compétences d'agilité numérique, de techniques d'enquête, etc. Bah, c'est comme avant, il faut continuer il faut évidemment les enseigner, les renforcer là-dessus, mais c'est vraiment cet esprit critique et cette addiction à l'info plus que l'addiction à la désinfo, quoi. Mmh. Selon toi, est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout et d'une certaine manière étiqueter l'information, Ouais. humaine, revendiquer cette information humaine? Parce que j'entends bien, ce que tu es en train de nous expliquer entre, effectivement travailler sur ce qui fait notre différence, mais en même temps utiliser c'est ce que j'adore dans ton discours, c'est d'utiliser pleinement ces outils, voilà, pas de méfiance, mais savoir vraiment les utiliser avec les bonnes méthodes et donc selon toi, est-ce qu'il faut aller jusqu'à, étiqueter ces contenus, heu, produits, voilà, revendiquer cette information humaine ou pas? Voilà, donc l'AI Act, donc, qui est ce texte Mmh. européen qui, on ne sait pas s'il verra vraiment le jour, mais qui est un peu mis à mal pour l'instant, préconise sans doute, et c'est le cas aussi pour le Digital Services Act, d'estampiller les contenus synthétiques produits par une IA. Moi, Mmh mh. je pense qu'il faut faire l'inverse. Mmh. Ça ne doit pas être régulé. Chaque éditeur peut le faire. Produit par un humain, c'est presque une nécessité éditoriale, une nécessité éthique, mais surtout stratégique, en fait, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, l'information humaine est un marqueur de qualité, hein, donc marqueur de Mmh. fiabilité. Euh, donc oui, je pense que c'est vraiment utile. Vous devriez, David, sur la vidéo que vous diffusez ici, montrer que je ne suis pas un avatar, parce que Mmh. j'en ai un. J'en Mmh. ai un qui est capable de faire ce que je suis en train de faire. On a déjà joué avec ça chez Rossel. Je peux, en une seconde, vous mettre, je l'ai appelé Roger, donc il prend ma place, et parler avec des textes générés par ChatGPT, et voilà, et ça fera illusion, hein. Mais donc vous Mmh. devriez mettre que je ne suis pas un robot.
Oui. Alors justement pour clôturer cette discussion, Philippe, et je sais que c'est le vrai, tu ne m'auras pas à ce jeu-là. Je sais que tu es le vrai. Alors justement, est-ce que c'est le moment de réaffirmer ce qu'est le journalisme, le contenu journalistique? Est-ce que c'est peut-être le moment, dans l'histoire de revenir pour voilà, pour défendre, hein, le métier, mais est-ce que c'est le moment de revenir sur la définition aujourd'hui? Ouais, c'est étonnant parce que quand même, là, moi, expérience de prof depuis 15 ans là, à l'IEX, où les auditoires, les amphithéâtres, comme vous dites en France, débordent. Donc il y a un engouement pour ce métier qui tranche avec le niveau de défiance de la population à l'égard de ces métiers. Ça, c'est un peu surprenant. Et je crois que justement, ça traduit cette volonté d'aller rechercher du sens sur ce qui se passe aujourd'hui, de redonner du sens. Et ça, il faut le réaffirmer. On est sans doute dans une société en perte de sens. Et le journalisme permet justement d'aller le rechercher, de remettre le doigt sur ce qui fait sens. Qu'est-ce qui fait sens? Voilà. C'est le retour des sophismes hein, aujourd'hui. Mmh, non, je C'est comprends. des mythes. Voilà. Donc c'est vraiment le mouvement inverse sur le rapport au savoir, la logique, etc., qui peut voilà, qui doit se réimposer et c'est pas évident. Donc c'est quelque chose qui est en train de se perdre. C'est quelque chose qui est menacé. Euh, donc oui, plus que jamais, c'est quelque chose qui doit être réaffirmé, mais pas seulement dans les écoles de journalisme, mais dès l'école. Et aussi, il y a une responsabilité politique, je trouve, aujourd'hui, Mmh. à réaffirmer le rôle des médias et le fait que c'est un pouvoir essentiel aujourd'hui qui doit être protégé Mmh. face aux grandes plateformes. Il y a un vrai défi pour recréer un environnement concurrentiel sain, mais c'est pas le défi n'est pas que économique, il est aussi sociétal. Donc c'est tout ce qui est éducation aux médias. C'est quelque chose qui doit se réinstaurer, mais dès l'école fondamentale, dès l'âge de 5-6 ans, le rapport à l'information. Et ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux entreprises de presse. C'est pas des subsides, c'est pas non non le plus beau cadeau qu'on pourrait faire aux journalistes et aux entreprises médias pour assurer leur développement, c'est de redonner le goût d'une information vérifiée et fiable dès le plus jeune âge, et de faire Très bien, comprendre la différence qu'il y a entre une plateforme et un média, quel très qu'il bien. soit. Bon, merci, merci 1000 fois Philippe pour cet échange. Merci Bah, David. finalement pour moi, voilà, c'est un point de départ et on aura, l'occasion, de poursuivre, voilà, poursuivre cet échange sur l'avenir du métier, des médias, dans un monde vraiment vraiment bouleversé. Merci Philippe pour le temps que tu nous as Merci consacré David et pour l'invitation. J'espère que très bien. c'était utile. Oui, très bien et merci à tous de nous avoir suivis. À très, très vite.